Donc, bienvenue Sandra. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de cette thématique du harcèlement scolaire, donc aider son enfant à déjouer les pièges relationnels de la cour de récré. Je disais avant que tu arrives que du coup, tu étais particulièrement bien placée pour en parler puisque tu as été CPE en collège pendant 20 ans, donc la cour de récré, tu connais bien. Tu as écrit un livre, alors je savais pas si c'était spécifiquement sur le sujet ou non, donc tu vas peut-être nous le dire. Le livre Alors, que tu as écrit, est-ce que c'est spécifiquement sur l'aspect relationnel à l'école ou pas nécessairement? la relation éducative, en fait. Donc, et puis l'approche de Palo Alto, celle avec laquelle je travaille, il y a effectivement tout un chapitre. En gros, il y a un chapitre qui est plus ou moins qui concerne plus ou moins les professionnels, un autre pour les parents et un pour les enfants. Donc, à chaque fois, il s'agit j'ai voulu partager des tranches de vie du quotidien d'un établissement scolaire. Et puis, pour parler de cette relation éducative en la regardant sur un angle un peu différent, qu'on soit professionnel, parent. Et puis, donc, je parle des relations aussi entre enfants. Donc, mais c'est un chapitre, quoi. C'est pas tout le livre qui est consacré au harcèlement scolaire. Ok, d'accord. Là, aujourd'hui, donc on a peu de temps, on va essayer de faire ça en 30 minutes, mais en 30 minutes, on va essayer d'une part de comprendre les dynamiques qui peuvent se jouer autour du harcèlement scolaire, de comment aider son enfant à se positionner, de comment prévenir et accompagner. Donc pour commencer, du coup, qu'est-ce qui t'a conduite à t'intéresser à ce sujet spécifiquement du harcèlement scolaire? Et quelle vision particulière t'a apporté ton expérience de CPE, même si on se doute que c'est évidemment il y a un lien avec le fait que tu étais CPE, mais est-ce que dans ton expérience particulièrement, il y a quelque chose qui t'a conduit à ce sujet-là? Oui, 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 bah, clairement. Mais alors, quand tu es conseiller principal d'éducation, tu fais partie du bureau de la vie scolaire, c'est un peu comme le bureau des plaintes, tu sais, des bureaux scolaires. Et c'est aussi le centre d'extinction des crises, tu vois. Et en Yes. fait, c'est là où se présentent les enfants quand ils ont une problématique. Et dans les problématiques des élèves, alors moi j'ai fait que du collège, mais je pense que c'est pareil un peu partout, dans le secondaire, au lycée aussi. Ils viennent avec des problématiques, notamment relationnelles. Donc, j'ai un problème avec un tel, ou il y a eu des disputes, ou il y a eu un problème dans la cour, ou voilà, bref. Donc, moi, j'intervenais avec les outils qui étaient mis à ma disposition dans ma formation initiale et puis dans les formations continues de l'éducation nationale. Et en fait, je me rendais compte, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est ces enfants qui se retrouvaient régulièrement dans les mêmes synergies relationnelles, quoi, j'ai envie de dire, dans les mêmes problématiques relationnelles. Il y a des choses qui se répétaient malgré mes interventions, enfin, même si moi j'essayais d'accompagner, même si moi j'intervenais en tant qu'adulte pour faire en sorte que, par exemple, des brimades ou des moqueries cessent, eh ben, je retrouvais parfois les mêmes enfants dans les mêmes relations, types de relations toxiques et douloureuses. Et des gamins qui étaient dans vraiment une très grande souffrance. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu cherché un peu partout, un peu ailleurs, en dehors de l'éducation nationale, parce que je me suis dit, mais en fait, mon intervention à moi ne suffit pas visiblement. C'est-à-dire qu'il Mm. manque quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en effet, travailler sur les autres, ceux qui font les choses qui sont pas correctes, ceux qui ont un comportement qui n'est pas OK, quoi, qui n'est pas respectueux, c'est très bien, il faut continuer de le faire. Mais en fait, ces enfants-là, ils portaient une forme de vulnérabilité en eux, quelque part, et que c'était aussi un travail là-dessus qu'il fallait faire pour leur permettre en fait d'être plus agiles dans les relations et pouvoir notamment poser des limites ou savoir s'extraire de situations relationnelles qui les faisaient souffrir, quoi, en fait. Donc, Ok, voilà, vraiment amener vers cette volonté de consacrer mon travail à ces enfants-là, en fait. ok, dac. Et on va rentrer directement dans le sujet. Du coup, comment on différencie un conflit ordinaire d'une situation de harcèlement? Eh bien, nous, dans notre jargon, on parle de deux escalades qui sont complètement différentes. En fait, dans un conflit, on parle d'escalade symétrique, c'est-à-dire qu'il y a comme une égalité des forces dans la relation, dans les interactions entre deux personnes. Quand on est sur un conflit, même s'il y en a une à un moment donné qui, comment dire, qui devient un peu plus offensive, l'autre réussit toujours à rétablir en fait une forme d'équilibre des forces dans cette relation. Dans une Ok. situation de harcèlement, que ce soit scolaire ou autre,
eh ben, il y a vraiment, on appelle ça une escalade complémentaire, c'est-à-dire qu'à chaque interaction, il y a un des deux interlocuteurs qui devient de plus en plus puissant et qui a de plus en plus d'emprise dans cette relation, tandis que l'autre se recroqueville et perd confiance. Et évidemment, plus ça dure et plus l'écart se creuse en fait. Ok. Ah ouais, donc c'est hyper intéressant en fait. Ça devient, enfin, pour que ce soit du harcèlement, faut vraiment qu'il y ait quelque part cette relation bourreau-victime. Ben, une relation qui est complètement déséquilibrée, c'est ça. C'est-à-dire Ouais. que dans cette interaction-là, il y a vraiment ce déséquilibre des forces. Et d'ailleurs, en fait, toutes les démarches qui visent à accompagner sur ces problématiques de harcèlement, que ce soit les enfants ou les adultes, toutes les démarches, elles visent à rétablir cet équilibre, parce qu'en réalité, c'est ça qui fait souffrir. C'est ce déséquilibre. Sauf que bah, tu peux le faire de plusieurs façons. Soit tu le fais en essayant de faire en sorte que celui qui est un peu tout en haut, là, les enfants à l'école, quand j'interviens, ils me disent oui, c'est un peu le roi de la jungle, on lui met une couronne, quoi. Enfin voilà, il est en haut de l'échelle relationnelle, enfin, c'est de la meute, tu vois. Ok. En fait, lui, le dire, bon, allez, il faut un peu descendre de ton trône, quoi. Me destitue. Peut essayer de manière très différente avec la loi, avec les sanctions, avec la moralisation. Tu vas essayer aussi avec, en essayant de susciter chez cette personne une préoccupation pour l'autre, tu vois. Donc ça, c'est des façons de faire redescendre et on se dit, ça fait vase communicant, du coup, ça va rééquilibrer la relation. Et puis, il y a d'autres méthodes, et c'est celle avec laquelle je travaille, qui se disent, ben, en fait, ce qu'il faut faire, c'est redonner du pouvoir à celui qui est tout en bas, là, qui est tout Ouais. recroquevillé, se sent complètement impuissant, lui redonner du pouvoir dans cette relation et pareil, ça va rétablir une forme d'équilibre. Ok. Intéressant. On reviendra du coup un peu plus tard dans le fil des questions justement sur concrètement comment est-ce qu'on peut faire ça. En attendant, déjà quand il y a une situation de harcèlement, du coup, euh, c'est quoi les signaux qui devraient alerter les parents, même si l'enfant ne parle pas? Oui, c'est ça. Oui, ben, souvent ils ne le font pas d'ailleurs parce qu'ils ont envie de protéger leurs parents. Ça, c'est la première raison. Moi, j'ai une petite un jour qui a dit, sa mère lui disait, mais pourquoi tu n'en as jamais parlé? Ça a duré depuis un an, c'était horrible. Et en fait, elle lui a répondu, mais maman, tu avais déjà ce problème avec ton boulot, je voulais pas Mhm. Donc la première chose, c'est qu'ils veulent protéger les parents. Et puis la deuxième chose, on y reviendra plus tard, c'est qu'ils ont un peu peur de ce que les parents peuvent faire, en fait, et des conséquences que ça peut avoir. Ok. Comment est-ce qu'on fait? Nous, on parle de signaux faibles, et il peut y en avoir de différentes sortes. Il peut y avoir des signaux émotionnels, c'est-à-dire un enfant qui change complètement de comportement, un enfant qui était qui communiquait pas mal et qui devient tout taiseux, un gamin qui était plutôt cool avec ses frères et sœurs et qui se met à exploser, à avoir des grosses crises de colère, à envoyer balader tout le monde à la maison. Donc ça peut être des signaux. On a aussi des signaux physiques, c'est-à-dire qu'on a des enfants, ça on le retrouve très très régulièrement. Les maux de ventre, les douleurs, les symptômes, le dimanche soir avant de repartir à l'école ou à la fin des vacances. Hmm. La fin des vacances. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve souvent. Et puis, on peut aussi avoir des signaux matériels. C'est-à-dire, à un moment donné, si la trousse du gamin est toujours vidée, les affaires sont cassées, il y a des choses voilà, des vêtements qui disparaissent. Enfin, ça, c'est des signaux matériels. Mais tout ça, ça peut faire partie de ces signaux faibles qui peuvent alerter sur une potentielle situation de harcèlement scolaire. Ok. D'accord. Hyper précieux. Merci. Euh, Au niveau de la partie relationnelle, j'aime bien quand on a échangé en amont là-dessus, tu avais envie de déconstruire certaines idées reçues sur justement les dynamiques les plus fréquentes dans la cour de récré. Oui, 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 bah oui. Alors, bah, en fait, le système d'une cour de récré, c'est un système relationnel comme pourrait être le milieu professionnel ou la famille, en fait, d'une certaine manière. Donc, en fait, les enjeux sont à peu près les mêmes. Sauf que les enfants, on les envoie à l'école, ils font des apprentissages, en fait. Donc, les apprentissages relationnels, c'est pas toujours facile à faire. Ils sont pas toujours tous outillés. Ils font des expériences et en fait, c'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de discipline en relation avec les autres parce que ça pourrait faire partie du programme, ce serait pas mal. Les enjeux en fait dans ce qu'on comment dire la manière dont on voit souvent le harcèlement, on imagine toujours que ça repose sur une différence. Par exemple, que c'est quelque chose qui va s'asseoir sur une différence. En réalité, je pense qu'on est assez nombreux maintenant, quelles que soient les écoles de pensée, à se rendre compte que il ne s'agit pas tellement de différence visible ou invisible, mais plutôt d'un état de vulnérabilité. Et un état de vulnérabilité, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans sa vie.
Et ben, il y a quelque chose comme voilà, une petite fragilité. Et effectivement, si on a en face quelqu'un qui a fait l'apprentissage, même à 8 ans, que quand on déclenchait, que déclencher des émotions très fortes, c'est chez l'autre, c'était un peu grisant. C'est un peu dingue, c'est un peu vertigineux de se dire, waouh, mais quand je fais ça, ça déclenche ce truc-là, du coup, j'ai envie de ressentir ce truc-là à nouveau. Et ben, il va détecter les autres, ceux qui portent ces vulnérabilités, puis il va aller là, appuyer ici, ça va déclencher quelque chose et qui va amener cette sensation de plaisir. Alors, c'est pas un plaisir toujours très conscient au début quand ils sont enfants et c'est pas quelque chose qui est pervers au début, quoi. C'est vraiment une instantanéité, quoi. Mais en tout cas, ils vont chercher cette espèce de pouvoir. Et puis après, tu peux ajouter à l'adolescence toutes les dynamiques de popularité qui vont quelque part faire caisse de résonance avec tout ça, quoi. Ça va augmenter d'un côté le sentiment de toute puissance d'un des enfants et de l'autre côté, ça va augmenter la souffrance de l'enfant qui est visé puisque maintenant, il y a en plus un public, une meute, voilà, toute cette question de la popularité qui va venir ajouter euh, en fait, qui va venir renforcer cet écart-là dont on parlait tout à l'heure. Hmm. Je ne sais pas si je suis très claire, mais, mais Ouais, bon. ouais, ce qui fait que tu disais que du coup, il y a pas de profil type au final, et que tu disais même que l'agression, elle peut survenir au sein d'un groupe d'amis. Ouais. Et ça, on le rencontre assez souvent, en fait. Donc, c'est pas voilà, l'enfant seul, isolé, qu'un groupe d'étrangers, enfin de gamins qui fait pas partie de ses connaissances va arriver et agresser. Enfin, c'est pas du tout ça. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas systématique. Et on a beaucoup de situations qui se jouent à l'intérieur de groupes d'amis. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de mise à l'écart. Hmm. Aujourd'hui, le harcèlement, il va plus tellement s'exprimer par des coups, des insultes proférées ouvertement, ça arrive, hein. Il y a encore de ça. Mais on a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance parce qu'ils sont complètement invisibilisés par les autres, en fait, y compris dans des groupes d'amis. Ok. Donc, et c'est encore plus compliqué pour eux, je pense, de trouver une solution, de savoir comment gérer les choses parce qu'il y a cette espèce d'ambiguïté au niveau émotionnel. Hmm. Bon, c'est chouette avec ce groupe. Et puis, à des moments où je suis complètement mis à l'écart, je suis complètement ostracisée et c'est hyper douloureux et je sais pas quoi faire. Du coup, c'est Ouais. vachement pour eux à gérer, quoi. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle des vieilles dynamiques de cours de récré quand j'étais au primaire, où déjà la mise à l'écart, ça se jouait dans la dynamique relationnelle, dans la relation amicale, dans le groupe d'amis. C'est des souvenirs que j'ai déjà de moi qui ai pu être mis à l'écart ou d'autres personnes du groupe qui ont pu être mises à l'écart. Mais à l'époque, ça se jouait à l'échelle de la cour de récré, quoi. Ouais, Que là, aujourd'hui, j'imagine que ça prend des proportions avec les technologies, voilà, les différents groupes virtuels sur les réseaux sociaux. J'imagine que la mise à l'écart, elle est d'autant plus violente aujourd'hui qu'elle pouvait l'être avant, quoi, c'est ça. parce qu'elle prend d'autres proportions. C'est ça. Les réseaux, ça a vraiment cette fonction de caisse de résonance aussi, hein. C'est vraiment Mm. ça. En sachant quand même que, alors ça nous fait hyper peur à nous les adultes parce qu'on maîtrise pas trop bien les outils, donc ça fait vachement flipper. Mais en réalité, nous, on rencontre pas de situation de harcèlement uniquement sur les réseaux. Il y a toujours un lien avec la cour de récré, en fait. Enfin, Ok. et d'ailleurs, les gamins eux-mêmes, ils viennent plutôt pour ça que pour ce qui se passe sur les réseaux. Voilà, c'est très étonnant, mais ils veulent plutôt Mm. régler le problème dans la vraie vie, entre guillemets. Et ben, ça va forcément se répercuter sur les réseaux. Ok. Eh ben, justement, parlons-en. Comment est-ce qu'on fait pour aider son enfant à affirmer ses limites sans devenir agressif nécessairement, bien sûr. Alors, c'est ça qui c'est difficile, surtout quand on est parent, parce qu'on est envahi par ses propres émotions, hein. Du coup, c'est vachement compliqué. Moi, je dirais qu'en réalité, il faut pas tout de suite. Nous, les techniques avec lesquelles on travaille, c'est vraiment l'idée, c'est de renforcer les enfants et de leur donner des possibilités donc de répartie, de riposte verbale, sans forcément devenir agressif à leur tour. L'idée, c'est vraiment plutôt de rendre inconfortable le fait, vas-y, tu peux continuer de m'attaquer, mais je vais pas te donner ma souffrance en fait. C'est un peu ça qu'on veut casser, nous, hein. C'est tu peux continuer si tu veux, mais moi je vais pas te donner ce que tu attends de moi, quoi.
qui va alimenter le comportement. Mais en fait, avant d'arriver à ça, moi je rappelle toujours aux parents, attention, d'abord, ce qui est important à apprendre à son enfant, c'est s'ancrer et puis savoir dire non, savoir dire, Mm. savoir dire, en fait, ce que tu dis là, ça me blesse parce qu'on n'est pas à l'abri que parfois il y ait quelque chose qui soit dit, pas forcément volontaire, dans d'intention de blesser. Donc d'abord, on commence par faire ça, leur apprendre à communiquer en commençant par je plutôt que tu m'énerves, mais je me sens blessée quand tu me dis ça. Donc tu vois, ça c'est des trucs importants à travailler en famille, je pense. Et ça, c'est la base. Parce que dans une bonne partie des cas, ça va suffire à à faire gérer le problème, enfin, à faire cesser les brimades, quoi, ou les moqueries. En sachant qu'il faut accepter, du coup, quand on est parent, que si on apprend à notre enfant à dire non, à se faire respecter, on parle beaucoup de ça dans le consentement chez les tout petits. Tu sais, aujourd'hui, Mhm. bah, faut Ouais, accepter de nous dire non à nous aussi en tant que parents, quoi. ouais. Et oui. Et puis, dans un Ça deuxième, commence pas. effectivement, on peut travailler sur le développement de compétences relationnelles telles que l'humour, l'autodérision, ça fonctionne super bien, développer un peu sa résistance verbale, travailler sur sa posture, ça c'est pas facile à faire, mais il y a des jeux au quotidien qui peuvent permettre de faire ce genre de choses. Et puis c'est une pratique, c'est un peu comme la gym ou les maths, moi je dis, c'est vraiment quelque chose, si on le pratique régulièrement à la maison, on devient plus souple après dans les relations, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, oui, c'est ce qui me venait comme mot exactement. C'est une gymnastique, quoi. Exactement. Et comment on fait pour accueillir son enfant? Voilà, quel mot employer pour pas dramatiser tout en restant présent et soutenant en tant que parent ou enfin dans l'entourage proche. Ouais, ouais. Au moment où déjà quand ils se confient, c'est super cool, hein. Donc réussir à les faire. Alors souvent, j'apprends une phrase un peu que je considère magique aux parents, c'est-à-dire que quand vous sentez que votre enfant va pas bien et que vous aimeriez qu'il réussisse à se confier, mais c'est compliqué, eh ben, vous pouvez simplement lui dire que vous avez l'impression que ça va pas bien, mais peut-être que c'est vous, parce que des fois, quand on est parent, on surréagit. Et en même temps, votre détecteur s'est un peu activé, vous avez l'impression que ça va pas, qu'il peut vous parler, que c'est OK et que vous ferez rien sans son accord. Parce que ça, je pense que c'est vraiment le plus important à leur dire. Hmm. Leur expliquer qu'en gros, vous n'allez pas Oui. décider directement et que vous allez les écouter sur ce qu'ils ont à vous dire et ce dont ils ont besoin, en fait. Et oui, les conséquences dont tu parlais un peu plus haut justement sur le fait qu'ils parfois ne s'expriment pas parce qu'ils ont peur des actions des adultes, quoi, finalement, et des conséquences que ça peut avoir. Et oui, oui, ils ont vraiment très très peur de ça. Ils sont hyper conscients hein, que de toute façon, ben, un parent qui va intervenir, même avec la meilleure volonté du monde, il sera pas avec eux dans la cour de récré, devant les toilettes, au moment où les autres pourront venir l'embêter, quoi. Parce que voilà. En fait, quand on intervient, c'est ça qu'il faut garder en tête quand on est parent, mais même professionnel d'ailleurs. Quand on intervient tout de suite comme ça, alors, dans cette volonté de les protéger et de leur montrer qu'on les aime, hein, voilà, Mm. c'est le premier message qu'on leur envoie, c'est qu'on les aime quand on est parent, et puis quand on est professionnel, c'est qu'on se fait du souci pour eux. Mais en réalité, quand on intervient et qu'on gère la situation à leur place sans les impliquer, on leur envoie un deuxième message qui est pas bon du tout. C'est que ben, on est obligé d'intervenir parce que eux, ils sont pas capables en fait, ils n'ont pas les Et compétences. ouais, Et ça, ils doivent faire partie de la solution. c'est hyper important, hyper Ok. important. Mm. Donc, ils doivent faire partie de la solution et on fait rien sans leur accord. C'est ça. Noted. Ok. Et donc là, stupéfaction, si on découvre que en fait son enfant fait partie du groupe de harceleurs, Ah oui. comment est-ce qu'on réagit? Bah, c'est pas facile alors ça, hein, parce qu'alors ça remet en question toutes les valeurs qu'on a transmises. Alors, il y a plusieurs situations, ça dépend comment on le découvre. C'est rarement eux qui se confient hein, là-dessus. Alors, ça peut arriver hein, qu'ils se retrouvent dans une situation un peu problématique, malaisante pour eux. Ils ont été convoqués, par exemple, etc. Donc ils se disent, il faut que j'en parle un peu à mes parents. Bah, je pense que la première chose à faire dans ces cas-là, c'est rappeler un peu les valeurs sur lesquelles on a construit, posé son éducation, donc les valeurs de respect, d'empathie, de bienveillance, etc. Et puis après, on peut aussi créer un peu d'inconfort, c'est-à-dire que si on voit que le gamin il change pas de comportement et qu'il continue d'être désagréable avec ses camarades, ça peut être pas mal de créer un peu d'inconfort pour eux
de manière à ce que, quelque part, ça devienne effectivement, puisqu'il a sa vie dans la cour de récré où il est peut-être en haut de l'échelle sociale, mais peut-être que si à la maison, on montre bien qu'on n'est pas OK avec ce comportement-là et qu'on est déçu en tant que parent et que ça peut amener des conséquences dans le quotidien, ben, ça va quand même créer un espèce de décalage interne. Et du coup, c'est ça qui va provoquer un peu d'inconfort chez l'enfant, qui va Hmm. éventuellement être dans une démarche pour modifier ce qui est compliqué aussi, hein, parce que eux aussi, c'est difficile de changer de costume quand tu es super puissant, là. Ouais, Donc, il faut qu'il y ait de l'inconfort, parce que s'ils sont que dans le plaisir, ils modifieront pas leur comportement. ok. Donc ça peut demander un temps d'ajustement, quoi. Ça peut demander du temps. Nous on n'en a pas beaucoup, hein. Par exemple, des gamins qui sont dans cet inconfort-là au point où ils viennent demander de l'aide pour savoir comment modifier ces interactions dans lesquelles ils sont, bah, qui se répètent et voilà, pour lesquelles ils sont habitués, quoi. Parce que c'est Quand un tu, quand tu dis nous, tu parles de qui? bah, de thérapeute, par exemple. Nous, on Ouais. Tu veux dire que vous avez pas beaucoup de situations de harceleurs qui viennent, demandait de l'aide quasiment jamais. bah, oui. C'est c'est pas très étonnant. Ben voilà, c'est lié. Ben oui, c'est pas très, Ouais. c'est pas À moins très. que ce soit une démarche des parents, j'imagine. Je pense pas que ce soit l'enfant en soi, parce que c'est pas lui qui est vraiment. Il est Alors j'allais dire, c'est pas lui qui est nécessairement en situation de vulnérabilité, mais est-ce que c'est vrai? Parce que s'il agit comme ça, est-ce qu'à un autre niveau, ça veut pas dire qu'il y a une souffrance chez lui quelque part? Alors ça arrive parfois, hein. C'est-à-dire qu'on a parfois des enfants qui, je sais pas moi, sont dans des situations aussi familiales où on n'apprend que le rapport de force, par exemple. Donc bah, Ouais. c'est un mode de communication. Ça peut être, ça peut être parfois, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, faut pas le nier. On a des enfants qui agissent comme ça par autoprotection, c'est-à-dire qui ont vécu à un moment donné des situations où ils étaient de l'autre côté et du coup ils se disent maintenant je bascule comme ça me protège. Ça peut arriver aussi. C'est quand même pas la majorité. C'est-à-dire que la majorité des gamins qui sont auteurs, il y a quand même cette dimension de plaisir immédiat au moment où ils le font. Ça ne veut pas Ok. dire qu'ils vont regretter des années après, hein, quand ils vont se rendre compte vraiment. Là, ils ne regardent pas trop en fait les conséquences que ça. Ils voient bien que ça génère de la souffrance, mais voilà, le plaisir immédiat, il est plus important. Les bénéfices sont plus importants, en fait. C'est plutôt ça qu'on a aujourd'hui, quoi. Ok. Pour passer à la partie pratico-pratique, ben, concrètement, quand et comment on sollicite l'école? À qui est-ce qu'on en parle en premier? Alors, c'est compliqué comme, comme question. Ça dépend vraiment de la situation. Ok. Et ça dépend, en fait, j'ai presque envie de dire du moment où le parent, il prend conscience de la situation. Le moment où le gamin se confie, en fait. Si c'est quelque chose qui est vraiment très récent, qui n'est pas encore très enquisté, en fait, ben là, c'est hyper important de demander au gamin juste c'est quoi, qu'est-ce qu'il a envie qu'on fasse, en fait, lui. Parce que si Ok. ça, il peut juste déposer, et dans ce cas-là, ben, le travail, c'est juste de légitimer le fait que c'est horrible, en fait. Et on a Hmm. même, dire quand on est parent, moi, ça me donne envie d'aller devant la grille et de lui expliquer comment j'ai envie que, voilà, hein, tu vois, lui expliquer ces quatre vérités. Mais je vais pas le faire parce que je sais que ça serait pas cool pour toi si je faisais ça. Hmm. C'est important de leur dire en fait que nous, on a envie de sortir le lance-flamme et tout ça, quoi, hein, tellement ça nous fait mal de les voir en souffrance. Et après, leur demander. Et puis, il y a plusieurs façons. Bon, c'est soit, effectivement, on va voir quelqu'un à l'école pour en parler, soit, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie, toi, d'essayer de faire quelque chose directement avec cet enfant-là? Et puis, voilà, lui proposer, lui demander ce qu'il veut. Ça, c'est pour le. Voilà. Et quitte à être après accompagné, ben, soit par un praticien, soit. Enfin, tu Et vois, ouais. parce que tout Oui. seul. Pardon, je t'en prie. Non, non, mais c'était juste pour dire que tout seul, quand on est parent, c'est compliqué parfois de construire des solutions avec son enfant. Ouais. Ok. Ouais, oui. Puis je vois. Enfin, c'est vrai que l'école, j'imagine que ça peut être qu'une partie de la solution. Ça dépend de effectivement où en est la situation de harcèlement, les proportions que ça a pu prendre. Mais j'imagine que si à un moment donné c'est l'école qui doit intervenir, c'est que c'est allé suffisamment loin. C'est ça.
Et puis, alors, en plus, après, voilà, on peut avoir des situations, c'est pour ça que je disais, ça dépend du degré, à quel moment on intervient. Si on en arrive à des situations, il y a, je sais pas, moi, des menaces de mort, des trucs hyper violents, euh, ben, enfin, moi, je comprends tout à fait les parents qui disent, mais là, je peux pas laisser les choses comme ça, il faut que je porte plainte, il faut que je contacte. Il y a une cellule harcèlement, il y a un numéro, il y a un 3018, c'est le numéro national. Il y a dans tous les rectorats des cellules harcèlement dédiées, vraiment. Donc, il y a des ressources. Donc, on peut aller chercher D'accord. pour faire le nécessaire et être accompagné là-dedans. Moi, je dis toujours aux parents, en parallèle, par contre, c'est important d'abord d'envisager que ça n'apportera pas les solutions qu'on imagine. Et Hmm. soit, même quand on fait tout ça, eh ben, ça règle pas ou pas tout à fait le problème. Ça va pas forcément enlever la souffrance, parce que même si les choses s'arrêtent, l'enfant, peut-être que lui, il va garder une forme de souffrance de ce qu'il a vécu, pour lequel lui, il n'a pas réussi à trouver une solution. Ok. Et du coup, bah, c'est important de l'anticiper, ça, et dire oui, ok, on va faire tout ça, sans forcément en espérer tout de suite des choses énormes et laisser un peu les choses se dérouler et puis surtout Hmm. préparer à, ben, ok, alors admettons que là, ça s'arrête avec cela. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu pourrais faire si ça reprend? Devenir. Et Voilà. ouais. Ouais, j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe le moment, que ce soit en amont ou quand il y a déjà eu, enfin, quand c'est suffisamment avancé, il y a malgré tout un besoin de restaurer la confiance. Et en C'est fait, à ce moment-là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire il faut équiper les enfants, quoi. ça. Bah, Alors, je le dis avec des guillemets, mais ok. de les protéger, moi, je pense que c'est vraiment de les outiller, en fait. Donc, je me demandais, donc, toi, donc, dans tes accompagnements, finalement, à quel moment venir te voir, mais un peu, peu importe, quoi. Le plus tôt est le mieux, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Après, j'ai parfois des parents qui viennent parce que eux, ils se posent des questions, ils sont pas sûrs, ils ont des doutes. Ils ont, par exemple, des parents qui viennent en me disant, mais je le sens trop vulnérable, il va se faire embêter, ça va être horrible à l'école, etc. Ils ont besoin d'être réassurés aussi. Et Hmm. et des fois, on fait juste une séance. De toute façon, la première séance est toujours réservée aux parents, quoi qu'il en soit. Et parfois, on fait une séance avec les parents juste pour faire un état des lieux pour placer des choses, voilà, discuter ensemble. Je leur donne quelques outils à eux, d'observation notamment, et je ne fais pas forcément systématiquement une proposition d'entretien aux enfants. Ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Si j'ai l'impression qu'en fait le gamin ça va plutôt il gère avec ses outils à lui, je me dis bah moi je vais pas venir ici parce que sinon je vais envoyer le message qu'il a un problème alors que peut-être en fait il n'en a pas. Donc je vais Ok. pas m'ajouter, voilà. Si jamais j'ai envie juste de vérifier, des fois je propose une rencontre, on discute, je me rends compte que ça va, je dis bah c'est ok, voilà comment on va faire pour assurer tes parents du coup maintenant. Et puis si jamais bah, là je me dis oui, il y a peut-être quand même des trucs à travailler ensemble, et ben on travaille à quelques séances ensemble. Mais des fois ça peut être une seule séance, des fois ça peut être trois ou quatre, ça dépend de la situation. Et moi j'ai envie de dire aux parents, si vous vous sentez pas bien, si vous avez un doute et que vous y pensez tout le temps, vous ruminez le truc, ça vaut le coup des fois de faire juste un petit rendez-vous et puis hop, ça dédramatise, ça apaise quoi. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu observes, toi, le plus souvent chez les enfants qui ont vécu des situations de harcèlement et comment ton accompagnement les aide à se reconstruire et à retrouver cette sécurité intérieure? Mm. Ben, ce que j'observe souvent, c'est un peu ce que je disais. En fait, ce qui est assez difficile ben, pour eux, c'est cette idée que potentiellement, ils ont une conscience viscérale que la situation, même si là, elle s'est arrêtée, c'est-à-dire que le harcèlement, il est passé. C'était en primaire ou c'était, voilà. Ça peut recommencer et ça fait super peur. Donc souvent, Hmm. ils convaincre que non, 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 ça va jamais reprendre. Les parents, des fois, essaient de leur dire l'entourage, non, non, mais t'inquiète pas, là, t'es dans un milieu différent, tu vois bien, maintenant, ça va. Ben, en fait, non, il faut regarder le monde tel qu'il est. Oui, on n'est pas à l'abri de croiser sur notre chemin de vie des personnes qui vont chercher à asseoir leur pouvoir sur nous, quoi. Et qu'on Hmm. soit 8, 14 ou 40 années. Voilà. Donc, c'est important de légitimer ça et de leur dire oui, mais il existe des solutions et toi, tu as des ressources. Et ce sera possible de faire quelque chose si tu veux. On peut regarder ensemble sur quoi tu peux t'appuyer en fait. Ça, c'est la première. Euh, et effectivement, souvent, ce que je peux observer chez les enfants qui ont vécu des situations de harcèlement,
c'est la difficulté pour eux à refaire confiance en fait. Je me Mm. rappelle d'une petite notamment qui s'était fait harceler, mais quand elle était vraiment toute petite, et elle était au collège, et elle exprimait très clairement avec ses mots que elle avait des copines, ça s'était jamais renouvelé, elle avait des copains, ok, mais c'est comme si elle maintenait une espèce de distance en se disant ça peut déraper, comme ça peut déraper à un moment donné. En fait, son corps entier avait appris que potentiellement les autres, ils pouvaient te faire du mal en fait. Et c'était Mm. resté en fait, c'était plus le côté émotionnel qui restait que le côté mental quoi en fait. Donc on a travaillé un peu là-dessus. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire que bah oui, tu peux donner ta confiance aux gens, mais en réalité, tu sais pas ce que les gens vont faire de cette confiance quoi. C'est dur de. Ouais. Et donc on travaille là-dessus pour l'aider à trouver son équilibre et puis voilà quoi, à se Ok. respecter. Est-ce que ça prend du temps? Ça dépend, j'imagine, de plein de choses, mais voilà, globalement, je sais pas, est-ce qu'il y a une moyenne pour équiper un enfant, chose qui lui servira tout le reste de sa vie, du coup, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Nous, enfin, moi, c'est très rare. Alors, parce qu'ils ont vraiment des choses à mettre en place concrètement hein, dans leur vie. C'est-à-dire que nous, on leur explique que la thérapie, elle va fonctionner uniquement si eux, ils sont vraiment engagés dans la thérapie. Ils font les exercices, les défis qu'on leur donne entre les séances. Et comme les enfants sont en général vachement plus motivés que les adultes, ça va plus vite les thérapies avec les enfants qu'avec les adultes. Et on va dire que moi, c'est assez rare que je les vois plus de 5 fois pour ouais. Et je te dirais, entre 3 et 5 ouais. Entre 3 et 5 et il y a des choses qui se passent déjà. Et il y a, pardon, ça a coupé. Il y a des choses qui se passent, il y a vraiment du changement dans leur quotidien, en fait, concret. C'est bon à savoir. Franchement, 5 séances, je trouve que c'est très peu, en fait, quoi. C'est très peu. Pour leur donner des ressources qui vont vraiment leur servir ouais, pendant tout le reste de leur vie, quoi. Ok. T'es toujours là, Sandra? Oui, oui, je suis toujours là. Ouais. Je t'entendais plus et comme je te vois pas, du coup, Donc, oui, oui, oui. ok. Euh, écoute, on va pas tarder à terminer cet échange. Euh, c'est super intéressant. Je trouve ça hyper précieux tout ce que tu nous partages. Franchement, merci beaucoup. Si tu devais laisser un message aujourd'hui à un parent qui sent que son enfant souffre, mais qui sait pas comment agir, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben, je lui dirais d'ouvrir la porte, en fait, à la discussion. Et puis surtout, parler de ce que lui ressent, en fait, en tant Hmm. que parent. Quitte à être un petit peu, voilà, comment dire, un peu dans l'humour aussi. C'est-à-dire que c'est une bonne manière de dialoguer. C'est-à-dire, bon, alors je suis ta mère, donc je me fais certainement ascendante pour rien, chouchou. Mais là, j'ai l'impression que, alors du coup, j'y pense et puis ça me noue le ventre. Mais je me fais des films, ou peut-être pas, je sais pas. Et du coup, on ouvre avec cette petite phrase de si tu as un souci, mon cœur, tu sais, tu peux m'en parler, il n'y a aucun souci. Et surtout, je ferai rien sans ton accord. Je pense que c'est vraiment le truc le plus important, quoi. Ok. Et puis, une fois de plus, voilà, le parent peut venir te voir aussi, peut venir voir le thérapeute bah voilà, pour déposer, pour aller chercher conseil auprès de personnes qui sont spécialisées, quoi. C'est ça, avoir un regard extérieur, des fois on en a besoin, parce que quand on est parent, on est un peu, c'est ce que je leur dis souvent, c'est vous pouvez pas avoir toutes les casquettes. Quand on est parent, on a la casquette parent, la casquette des câlins, la casquette de jour, voilà, je conseille, mais on peut pas être à la fois coach, psy, je sais pas, moi, on peut pas tout faire en fait, c'est pas Bah, possible. bien. Chacun son rôle. Voilà. Ok. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Sandra, pour tous ces partages. J'invite vraiment celles et ceux qui nous ont regardés, qui nous regarderont, à venir te voir pour en savoir plus. Voilà, s'ils ont des questions sur cette thématique, évidemment qu'ils n'hésitent pas. Merci pour les ressources que tu as partagées pendant le direct. Je rappelle du coup, non, je rappelle pas parce que je l'ai pas déjà dit, mais il y a un ciné-débat qui est organisé le 4 novembre par l'association En Lien, dont tu fais partie, c'est ça? C'est À ça. l'espace Simone Veil. Ouais. D'accord. Donc ce sera à 19 h le 4 novembre à Limoges.
Il y a une place à réserver. Je sais pas si j'aurai la possibilité de mettre le lien. Je pense pas que je puisse mettre de lien dans la description, mais est-ce qu'on peut trouver ce lien quelque part facilement, Sandra? Il est dans ma bio. Il est Dans- dans ta bio. Voilà. Donc, si vous voulez prendre une place pour le ciné-débat sur le harcèlement scolaire, pendant lequel, sur la deuxième partie, tu animeras justement un débat sur la thématique. Si vous voulez votre place, allez sur la bio de Sandra voilà, pour cette date du 4 novembre. Places qui sont limitées. Est-ce que j'ai tout dit sur ce sujet? Oui, oui, tout va bien. C'est tout Yes. nickel. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à tout ça, Sandra, pour Et terminer? donc, on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis voilà, s'il y a des questions, je suis Yes. disponible. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à tous. Merci. Très bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.